Analyse du rôle du médiatiquement correct dans certaines déclarations de l'Église, avec, je crois, le pari de Jean-Paul II que vous reconnaissez, de jouer le médiatiquement correct pour conserver du moralement plus ou moins correct. Oui. Et Benoît XVI, qui a subi dès son élection quelques mois après. Avant son élection. Avant son élection. Une attaque en règle. Comment est-ce que pour vous, la tyrannie médiatique peut s'exercer sur une institution aussi multiséculaire que l'Église, et comment vous expliquez que nous soyons arrivés dans un monde à ce point régi par le médiatiquement correct que même l'Église soit obligée d'y céder? Si vous voulez, dans les éléments qui expliquent la durée de l'Église, indépendamment des éléments, je dirais, liés à la croyance qu'on peut avoir ou ne pas avoir, il y a deux choses. Il y a à la fois l'inscription dans la longue durée et dans l'éternité, et en même temps, il y a toujours eu des concessions et des compromis avec les pouvoirs. Bon. Si on isole les conclaves, c'était pour permettre d'éviter, enfin de limiter la pression des princes sur les cardinaux électeurs. Donc il y a toujours eu des pressions extérieures. Bon, c'est une institution humaine malgré tout, donc il y a toujours eu des pressions extérieures, et aujourd'hui les pressions principales, ce sont évidemment les pressions médiatiques. D'ailleurs je signale dans le chapitre que j'ai consacré à ce sujet dans le livre « L'Église entre immédiateté et éternité », que le cardinal Ratzinger, une des premières décisions qu'il a prises et qui à mon avis lui ont permis d'être élu, d'être choisi comme pape, ça a été d'interdire la présence des médias, non pas au conclave, parce que par définition ils ne sont pas, mais avant même dans les assemblées qui ont précédé le conclave. Et donc pour permettre de limiter la pression de ces milieux médiatiques qui ont le sentiment, à tort ou à raison, d'avoir pris une revanche avec le pape François. Et donc, mais tout le monde, enfin je veux dire, personne n'échappe à la tyrannie médiatique. Personne n'échappe à la tyrannie médiatique, puisque c'est un élément de pouvoir, donc tout le monde doit doit quand même le prendre en considération. Et si vous regardez même un parti quand même assez dissident comme le Front National, il n'échappe pas non plus complètement à la tyrannie médiatique. Parce que même si les médias alternatifs ont une importance absolument croissante, et c'est le grand changement des 10 dernières années, si vous voulez toucher 45 millions d'électeurs, vous continuez d'être dépendant en France de TF1 et de France 2 et d'un certain nombre d'organes médiatiques. Donc tout le monde, la tyrannie médiatique, elle s'impose un peu à tout le monde. Elle s'impose aussi aux intellectuels, enfin, et aux experts. Alors, il y a de plus en plus, moi je considère que dans les choses positives de l'évolution actuelle, moi je suis frappé par le nombre de livres écrits par des vrais intellectuels et qui sont en dissidence avec le système de vie. Vraiment dans tous les domaines, en économie, en philosophie, bon, y compris quand même des grands écrivains comme Camus, des économistes comme Juvin, et beaucoup d'autres moins connus. Ce qui se produit de dissidents est maintenant considérable. Mais, évidemment, ça n'émerge pas dans les grands médias, puisque par définition, ils ne sont pas invités, ou s'ils étaient invités avant, ils cessent d'être invités, et ils font l'objet d'une campagne de dénonciation. Vous vous souvenez, c'est une très belle scénette, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est très très belle. C'était sur C'est dans l'air, je crois, oui, où il y a un débat entre Tadei et Patrick Cohen. Tadei qui sur France 2 invite encore quelques personnes pas trop conformistes, et Cohen disant « Vous n'avez pas le droit d'inviter des esprits malades ». Cohen qui est le patron quand même de la matinale de France Inter, que vous payez avec vos impôts. Toujours agréable quand vous faites votre chèque
pour saisir. Que nous écoutons tous comme le credo. Hein, voilà. Et donc, Alexandra Sublet, c'est assez marrant, on lui dit, mais enfin Patrick, quand même, il y a la liberté de penser. La liberté de penser. Et Patrick Cohen lui répond, non. Liberté de penser. Liberté de penser. Et puis le débat continue un petit peu, il se reprend un peu, il dit oui, il y a la liberté de penser dans le cadre des lois qui la réglementent. Et ça, ni Hitler ni Staline n'avaient envisagé qu'on puisse quand même réglementer la liberté de penser. Peut-être la liberté d'expression, mais la liberté de penser, voilà l'esprit des gens qui gouvernent les médias actuellement. C'est absolument hallucinant. Et regardez, ils reproduisent en permanence les mêmes erreurs. Il y a un an, quand il y a eu l'affaire du tueur de Toulouse et de Montauban, on nous a dit blond, yeux bleus, le type européen. Ce qui me fait dire qu'on a la meilleure presse du monde, puisqu'ils avaient reconnu le type alors qu'il portait un casque intégral. Respect. Donc, le type, il est blond aux yeux bleus, le type européen, manque de chance, c'est Mohamed Merah. Raté. Un an après, il y a l'affaire dite du tireur fou de Libération et de BFM. On nous refait le même coup à l'identique de type européen. Vas-y donc. Et alors vous allez me dire, oui, mais les gens finissent par s'en rendre compte. Ben oui, les gens finissent par s'en rendre compte. Les gens les plus éclairés finissent par s'en rendre compte. Mais les gens les moins éclairés, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils retiennent pendant 48 heures, voire 96 heures, le matraquage médiatique. C'est un type blond, européen, yeux bleus, le crâne rasé, etc. Et puis quand on découvre que c'est plus le cas, on passe à autre chose. Et donc, le mensonge s'imprime davantage que la vérité, puisqu'il est répété un nombre de fois incalculable. Hein? Et donc c'est quand même très, très efficace. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que tous les médias partent ensemble dans la même direction. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez toutes les télés, tous dans le même sens, tous les journaux, tous dans le même sens. Et puis après, on s'aperçoit que c'était à nouveau un bobard, et on passe à ce moment-là, on traite un autre sujet. On a un bobard d'or. Et alors là, ils sont pour les bobards d'or, c'est sûr que... Mais là, il faut récompenser tout le monde. Sinon, c'est injuste. Dans l'affaire Merah, d'ailleurs, on avait donné un bobard d'or à l'ensemble de la presse, parce que c'est mérité. L'année d'avant, on avait donné un bobard d'or à l'ensemble de la presse, là encore, sur l'affaire de l'ophtalmo dit raciste. Voilà. C'est-à-dire, il y avait un gars qui avait dit, un ophtalmo, je crois que c'est Aix-en-Provence, a refusé de soigner ma fille en disant dégage Chalarade. Toute la presse a raconté ça. Toute la presse a raconté ça, alors que tout était inventé. Par quelqu'un qui était d'ailleurs un récidiviste de ce type de mensonge. Personne n'a vérifié. Personne n'a vérifié. Il y a une fille de rue 89 qui a fait du zèle. Elle a donné le nom, l'adresse, le téléphone du Salmo, sans l'appeler. Donc, je veux dire, c'est monstrueux. Et ben, elle a été promue, elle a été recrutée par France Inter ou France Info, je ne sais plus, pour couvrir l'élection présidentielle. Ça m'étonne pas du tout. Voilà, donc c'est quand même un monde extraordinaire. On a eu un sommet du même genre il y a quelques semaines avec Samuel Laurent qui a donné en pâture sur les réseaux sociaux l'adresse d'une militante pour la démission de François Hollande. C'est quand même énormissime quand on connaît la violence de certains groupes d'extrême gauche. Et nous l'avions interpellé avec un autre site, Le Rouge et le Noir, sur Twitter, et ce cher monsieur ne comprenait pas en quoi nous étions scandalisés. Ça tout à fait normal.
Je voulais revenir sur une des analyses que vous avez dans le livre, qui est très intéressante, c'est l'attaque des médias contre la souveraineté. Vous notez qu'ils sont souvent à la solde du mondialisme ou d'une mondialisation extrême. En même temps, on peut considérer qu'ils sont complètement opposés à une certaine souveraineté populaire, puisqu'ils interdisent aux citoyens d'avoir une liberté de choix. Ils les orientent directement dans un angle ou dans une école de pensée. Est-ce que vous pensez que finalement, leur principal adversaire, c'est pas ça, la souveraineté populaire? Est-ce que ce n'est pas ce que détestent foncièrement les médias? Bah oui, d'ailleurs, ils ont raison. Puisque vous avez vu qu'en Croatie, on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient du mariage, et ils ont répondu, bah oui, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. C'est incroyable, on se demande à quoi pensent les Croates. Hein, vraiment. Et donc, par 66 à 33. Voilà. Donc, et d'ailleurs, la quasi-totalité des référendums sur ce sujet, il y en a eu quand même un certain nombre aux États-Unis, ont été tranchés dans ce sens. Je crois qu'il y a dû y avoir une vingtaine de référendums sur ce sujet, et il me semble qu'il n'y a qu'un État ou deux États des États-Unis où ça a été favorable à cette solution. Donc le peuple, voilà la ligne, le peuple n'est pas éclairé, alors que les médias lui disent ce qu'il faut penser. Il faut d'ailleurs savoir que les référendums d'initiative populaire vont généralement dans le sens contraire au sens souhaité par les médias, alors que les gens reçoivent une propagande massive dans un sens donné. Hein, je prends l'exemple quand il y a eu le référendum sur les minarets en Suisse, l'ensemble de la classe politique suisse, à l'exception du DC, les syndicats, les médias, les personnalités culturelles invitées, tout ce petit monde, le patronat, tout ce petit monde militait farouchement pour le vote non à l'initiative populaire qui a été voté. C'est-à-dire qu'il y a des résultats, quand le peuple est consulté, il ne donne pas les réponses souhaitées par l'oligarchie, alors que malgré tout, il n'a pas du tout une information équilibrée, puisque l'information qu'il reçoit va massivement dans le sens souhaité par l'oligarchie médiatique, l'oligarchie financière, l'oligarchie culturelle. Alors cette oligarchie médiatique et financière, vous la dénoncez assez rapidement, avec des exemples assez saisissants en France. On sait que les Rothschild ont le journal Libération, que Le Monde est un supplétif de la Banque Lazare. Oui. Vous notez aussi que ça a toujours existé, ce lien entre les puissances de l'argent et les médias. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est encore plus prononcé? Je pense qu'aujourd'hui c'est plus systématique et surtout c'est assez univoque. Hein, c'est-à-dire que tant qu'il y avait le conflit Est-Ouest, il y avait quand même un certain pluralisme médiatique. Hein, c'est-à-dire qu'entre le Figaro et l'Humanité, en géopolitique, il y avait quand même des points de vue différents. Et donc à partir du moment où il y a des points de vue différents, on a une meilleure manière de se faire son opinion, puisqu'on entend, c'est l'histoire du son de cloche. Il faut avoir plusieurs sons de cloche. C'est une vieille expression. Plusieurs sons de cloche, comme ça vous avez quand même plusieurs avis, plusieurs opinions. Là vous avez un truc, vous achetez le Figaro, vous achetez Libération, vous achetez Le Monde, tout ça va dans le même sens. TF1, France 2, BFM, tout ça va dans le même sens. Donc c'est très subtil, puisque c'est un principe de propagande de base d'abord, c'est ce qu'on appelle l'orchestration. C'est-à-dire faire passer la même idée en la faisant apparaître comme de sources différentes. Et là, il y a vraiment un discours univoque. Sur la Syrie, il y a eu un discours univoque. C'est-à-dire que tout le monde reprenait les dépêches, tout le monde reprenait la dépêche de l'AFP, qui elle-même reprenait les déclarations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est un frère musulman installé à Londres avec un ordinateur et un téléphone. Et il balance, il y a eu
92 morts dans telle action, j'en sais pas plus que vous, moi. Mais c'est reproduit, alors évidemment ça a fini par se savoir que l'Observatoire syrienne des droits de l'homme c'était ça, mais ça continue de marcher quand même. Et sur la Syrie, ce qui a changé un peu la donne, c'est qu'il y a eu un certain nombre de vidéos montrant le grand humanitarisme des rebelles, procédant à des exécutions sommaires plutôt barbares, voire allant jusqu'à manger le cœur de leur ennemi, ce qui évidemment n'a pas soigné leur image de marque. Mais c'est parce qu'il y a eu les médias alternatifs. Sinon, il y avait le méchant, le régime Assad. Enfin, le régime Assad. On pourrait parler du régime de Hollande. Non, il faut pas régime. Ouais, mais alors écoutez, là vous êtes un peu injuste parce que avec le stress qu'il a, on peut, voilà, on va être gentil avec lui. Alors, par exemple, on a l'impression que la presse britannique, par exemple, le Guardian pendant l'affaire sur Prism et la NSA, a été quand même légèrement plus libre que Le Monde qui, en gros, a fini par reprendre ce que tout le monde savait dans les médias internationaux avec 2 semaines de retard. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un problème franco-français? Oui. Et comment vous l'expliquez dans ce cas? Oui, alors je pense qu'il y a quand même un problème franco-français du côté de la presse, puisque la presse britannique, elle vit quand même essentiellement de ses lecteurs. C'est-à-dire, elle a 1 500 000, les grands journaux britanniques, ils ont 1 million, 1 500 000, 2 millions de lecteurs. Et donc, leurs recettes, ce sont leurs lecteurs. Voilà. Et donc, l'intérêt du lecteur, c'est quand même de trouver des choses assez variées, assez différentes. Il est évident que la presse française, elle ne dépend pas de ses lecteurs. Je veux dire, le Monde, c'est 300 000 personnes, ce qui est dérisoire. Libération, c'est moins de 100 000 personnes, moins de 100 000 ventes. Le tiers acheté par Air France. Ah oui, ce qui me fait dire que Libération est un gratuit pour passagers de compagnies aériennes, ce qui est un peu plus chic que pour passagers du métro, mais enfin le principe est le même. Donc ce sont des journaux qui sont payés par la publicité et par les subventions. L'ensemble de la presse écrite, c'est 2 milliards de subventions. De subventions ou d'avantages fiscaux, voilà, 2 milliards. Y compris, maintenant, on paye des gens pour aller vous porter le journal à votre domicile. Ou pour vous le proposer à la criée dans le métro. Ça se fait plus, ça. Si, ça se refait. Ça se refait. Ça se refait en étant subventionné. Si vous allez gare Saint-Lazare, vous verrez des gars qui sont là en bas, tout à fait officiellement, et qui vendent le machin. On va lire les éditos de Mathieu Pigas, il Voilà. faut au moins ça. Bon. Et donc, si vous voulez, ils ne dépendent pas, ils dépendent des subventions. Alors, des économies, je vous signale qu'on peut en faire quand même. Hein. En 3 minutes, je trouve 5 milliards d'économies. 2 milliards sur les subventions aux médias. Et d'où viennent-elles? 1 milliard, ah bah ils viennent de votre poche. 1 milliard sur les subventions aux syndicats. Vous avez ensuite plusieurs milliards sur les subventions aux associations. 1 milliard par l'État et tout ce qu'il y a, et les associations politiquement orientées, plus tout ce que distribuent les régions, les conseils généraux, etc. Vous trouvez en quelques minutes, vous trouvez 10 milliards. Alors évidemment, le jour où vous touchez à ces 10 milliards-là, c'est tout le système politiquement correct qui est foutu par terre. Hein, parce qu'ils vivent de ça, quoi. Tous les gens, tout le politiquement correct, il vit de l'argent public. C'est le bon côté d'ailleurs de la révolte fiscale, c'est que l'impôt, c'est le carburant du politiquement correct. À partir du moment où l'impôt rentre moins, le politiquement correct a des soucis à se faire, parce qu'il va bien falloir trouver les économies quelque part. Bah, vous voyez, moi je vous en trouve 10 milliards en 3 minutes, quoi. Je fais un peu vite là, mais quand même. Hein. 2 milliards de subventions pour la presse écrite. Voilà, alors même la presse, même le Wall Street Journal, c'est quand même un journal dont on peut penser qu'il défend les intérêts de Wall Street. Et bien malgré tout, dans le Wall Street Journal, vous avez la partie
rédaction, là c'est la rédaction, et puis vous avez toute une partie libre opinion, il y a quand même des points de vue très différents. Oui, dans le New York Times, Paul Krugman fait de temps en temps Voilà. des articles. Donc il y a un phénomène, effectivement, il y a un phénomène, enfin je pense